Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors bien sûr, quand on prononce le nom de Catherine de Médicis, tout de suite, l'image qui vient à l'esprit est celle de cette femme sombre, une femme mûre dans une robe noire. C'est la robe de deuil qu'elle porte, le deuil du roi Henri II. Cette reine-là n'est plus une épouse, elle est une mère jusqu'au bout des ongles, la mère de ses fils fragiles, la mère aussi, disons-le, d'un royaume miné par les haines religieuses et qu'elle tient à bout de bras. Dans l'imaginaire collectif, le visage un peu replé de Catherine, pas un visage sans trop d'attrait, disons-le, est assez dur. La légende noire, qui du reste est une légende contestable, a placé des reflets de cruauté et de cynisme dans son regard. Après tout, elle est celle qui aurait lancé, vous savez, la Saint-Barthélemy, etc. Mais je voudrais aujourd'hui m'intéresser à une autre Catherine en revenant sur ses premiers pas dans cette péninsule morcelée qu'était à l'époque l'Italie en proie à des conflits incessants. Catherine est née le 13 avril 1519 à Florence. C'est vrai qu'elle porte le nom de Médicis, après tout Laurent le Magnifique est son aïeul, mais sa dynastie n'est plus tout à fait ce qu'elle avait été au siècle précédent. Entre-temps, il y a eu le renversement des Médicis. Il y a eu cette incroyable dictature religieuse de Savonarola dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Il y a eu le retour aux instances républicaines. Le père de Catherine, Laurent II, a bien été rétabli quelques années avant la naissance de la petite fille, mais on ne peut pas dire que ce Laurent II possède une bien grande stature. Les hommes forts du clan, c'est à Rome qu'il faut aller les chercher, et ce sont le pape Léon X et le cardinal Jules de Médicis, qui est une branche cousine de la famille de Catherine. Dans La fortune des Médicis, Jean-Yves Bourriaud, que j'ai toujours grand plaisir à citer, nous dit « La roue a tourné, ce n'est plus la banque qui gouverne désormais la destinée des Médicis, c'est la papauté ». Et c'est d'ailleurs pour bonne part à Léon X que Laurent II doit son union avec une princesse française fortunée, Madeleine de la Tour d'Auvergne, union qui a eu lieu en 1518. Assez vite, la jeune femme a vu son ventre s'arrondir, mais il était clair que la santé des futurs parents était chancelante. Il semble que la syphilis, peut-être la tuberculose les ait rongés. Quoi qu'il en soit, peu après la naissance de son enfant, Madeleine est assaillie de fièvre terrible et quand elle rend son dernier souffle, la petite Catherine n'a que 2 semaines. Et ça ne s'arrête pas là. L'état de Laurent II décline lui aussi d'une manière stupéfiante. À peine 1 semaine plus tard, c'est à son tour de rendre l'âme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la petite Catherine n'est bien sûr pas sans ressources, elle est l'unique successeur de la branche principale du clan Médicis, même s'il faut le signaler, elle a un demi-frère bâtard, Alexandre, qui est né quelques années plus tôt. Il est peut-être en fait le fils du cardinal Jules de Médicis d'ailleurs, mais je ne vais pas entrer dans ces questions-là. C'est vrai, les Médicis, qui au départ sont des commerçants, des banquiers, sont d'une origine un peu dénigrée, mais l'héritage de Catherine sur la vraie fausse république toscane, son lien avec le pape, tout ça, évidemment, a été noté par les chancelleries d'Europe. Et on peut dire que tout de suite, elle apparaît comme un parti intéressant. Léon X tient un atout pour l'avenir. Et cet atout, ce n'est pas lui qui le jouera, puisqu'il vient à mourir, lui aussi, quand Catherine a 2 ans. Et la papauté va néanmoins rester dans la famille des Médicis, puisque c'est le fameux cardinal Jules qui va coiffer la tiare tant désirée. On est là en 1523, et c'est lui qui donc devient le pape sous le nom de Clément VII. Ça semble plutôt de bon augure, tout ça, pour la petite Catherine. Eh bien, en fait, ça semble de bon augure, mais ça ne l'est pas forcément. La période qui s'ouvre, disons-le, est très agitée. La tension a tendance à monter chaque jour d'un cran entre le pape et l'empereur Charles Quint. Charles Quint qui a été élu à la tête du Saint-Empire romain germanique en 1519, alors qu'il était déjà roi des Espagnes, comme on disait. Au printemps 1527, les impériaux entreprennent la plus terrible
possible des corrections contre le pape, puisqu'une armée puissante vient directement entrer dans Rome. Clément VII ne peut rien faire, sinon aller se murer dans le robuste château Saint-Ange, qui était l'ancien mausolée d'Adrien sur les bords du Tibre. La cité pontificale est mise à sac, c'est ce qu'on appelle le sac de Rome, 1527. Rome pillée dans un assaut de violence qui va pour longtemps marquer l'Occident tout entier. À Florence, pendant ce temps, des républicains sentent leur heure arriver. C'est le moment d'une nouvelle insurrection. Vous allez me dire, l'histoire de Florence en est littéralement tissée. On renverse de nouveau le pouvoir des Médicis et Catherine, qui n'est toujours qu'une petite fille brune de 8 ans à l'époque. Catherine entend le tumulte de la foule animée de justifications religieuses et qui s'en prend aux symboles, aux amis, aux biens de la famille des Médicis. La boule des Médicis n'a pas le vent en poupe à Florence. Le demi-frère d'ailleurs dont je vous parlais tout à l'heure, Alexandre, et puis aussi son cousin Hippolyte, qui tous deux sont encore des adolescents, ont été expulsés. Jean-François Saulnon, que lui aussi je cite toujours avec grand plaisir et qui a été l'un des récents biographes de Catherine, nous dit: quant à Catherine, des amis sûrs la mirent à l'abri dans la villa familiale de Poggio à Cajano. La haine contre les Médicis ne l'épargna pas longtemps. Les soldats du Parti populaire la ramenèrent en ville et l'enfant va être enfermé dans une institution religieuse et puis dans une autre institution où on l'a fait, vers laquelle on l'exfiltre, qui n'est pas si désagréable cette institution d'ailleurs. À ce moment-là, Catherine n'est évidemment plus le beau parti matrimonial qu'elle était encore quelques semaines plus tôt. Elle n'est plus qu'une prisonnière, elle n'est plus qu'une possible monnaie d'échange, à moins que les nouveaux maîtres de Florence, qui vont avoir tendance à s'endurcir, ne décident de s'en prendre à la jeune héritière. Quand je dis de s'en prendre à elle, de s'en prendre physiquement à Catherine. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il va y avoir quand même 2 années là qui sont des années difficiles, et puis le pape humilié par Charles Quint et l'empereur vainqueur vont finir par trouver un terrain d'entente, et pendant l'automne 1529, leurs armées se joignent pour aller reprendre le contrôle d'une Florence qui s'était révoltée, vous l'avez compris. Les républicains de la ville ne semblent pas pouvoir résister éternellement à un siège aussi bien mené par une armée redoutable. L'atmosphère à Florence est irrespirable, et dans ce bras de fer, vous imaginez bien que Catherine n'est pas un petit enjeu. Elle est une monnaie d'échange, je vous l'ai dit, et elle est l'objet de débats enflammés. Je cite encore Jean-François Saulnon. Dans les moments d'exaltation vengeresse que connaissent souvent les assiégés, certains se rappelèrent qu'une petite fille portant le nom exécré des Médicis demeurait encore en leur pouvoir. La jeune captive fut promise à tous les supplices. Les uns proposèrent de l'enfermer dans une maison publique, condamnée pour toujours à la prostitution, d'autres de la faire violer par les soldats. L'héritière des Médicis serait ainsi définitivement perdue pour les siens. La souillure interdirait à jamais tout mariage. Oui, ça devient très dangereux, et la rudesse du siège a un double effet pour la fillette de 11 ans, double effet contradictoire, puisque d'un côté, il rapproche sans doute Catherine de sa libération, mais de l'autre, il semble encourager les pires instincts chez une partie de ceux qui la détiennent. Or, voici qu'un soir de juillet 1530, on est donc 9 mois après le début du siège, juillet 1530 donc, des hommes vont se présenter à l'entrée de l'institution religieuse où Catherine est détenue, on les reçoit, ils exigent au nom de la République d'emmener la petite Médicis avec eux. Ça ne peut pas être si simple. Le fait qu'on soit dans un lieu sacré interdit évidemment aux tout venants masculins d'entrer. Ça suppose une négociation, tout ça. Et Catherine, qui comprend le danger, refuse évidemment obstinément, ne serait-ce que de se présenter. Eh bien soit, le petit groupe républicain, plutôt que de lutter avec un caractère si obstiné, prend le parti de la patience. Ils disent qu'ils seront de nouveau là le jour suivant, et l'enfant devra cette fois obtempérer. Et comme convenu, le lendemain, on voit ces méchantes silhouettes qui reparaissent devant la façade du couvent. Ils viennent s'emparer de la jeune fille, sauf que là, une surprise les attend. Je cite Alfred de Remont qui a écrit sur cette jeunesse de Catherine. Les nonnes apparurent à la grille du parloir avec Catherine. La petite était habillée en nonne, et à l'égal des autres, elle s'était fait tailler les cheveux.
L'envoyé de la République, Masser Salvestro, lui fit part de l'ordre du gouvernement d'une voix douce et usa des paroles les plus obligeantes. Catherine répondit « Allez et dites à mes maîtres et pères que je deviendrai nonne et passerai ma vie entière auprès de ces mères respectables. » Salvestro ajouta ce qui lui parut propre à agir sur l'esprit de l'enfant et sur son entourage. Il ne s'agissait que de la mettre en lieu sûr, car ce cloître était à quelques pas des murs de la ville et risquait d'être trop exposé en cas d'attaque. Quelle que soit la vérité des intentions des hommes qui sont venus l'acquérir, Catherine, soutenue par les bonnes sœurs, va tenir tête. Elle est assez extraordinaire. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit que le flegme de la petite fille est absolument impressionnant. Rappelez-vous son âge, encore une fois. Mais ça ne va pas suffire. Ce 20 juillet, nous dit-il, elle va devoir finir par consentir à être conduite à dos de mule dans un autre couvent de la ville. Ce petit voyage à travers Florence, cerné depuis de si longs mois, est sans doute pour elle l'occasion de constater les immenses dégâts du siège et de fait, la République florentine est aux abois. Après une résistance qui n'a pas manqué de courage et qui a duré 10 mois, cette République va devoir céder aux hommes du pape et de l'empereur qui se sont donc, vous l'avez compris, alliés contre elle. On est là au mois d'août. Florence est reconquise. Elle peut redevenir le joyau dominé par les Médicis, joyau terni tout de même par les grandes épreuves qu'elle vient de subir. Et Catherine est libérée en même temps que ce qui est son héritage, parce que Florence, c'est son héritage. Elle est quand même une jeune femme. Son destin n'est pas de gouverner la Toscane. Cette place va revenir un peu plus tard à son fameux demi-frère ou cousin Alexandre, qui va être duc de Toscane. Quant à Catherine, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Eh bien, on l'envoie à Rome, auprès de ce pape Clément VII, qui sera le véritable décisionnaire quant à son avenir. Dans Les Reines de France au temps des Valois, Simone Berthier écrit « Clément VII récupérait sa nièce indemne. Il l'a reçue les bras tendus, les larmes aux yeux, mêmement par la grande joie et plaisir de la ouïr parler, tant sagement, et la voir en si prudente contenance. » Ah, nous sommes dans le beau style de cette époque qui fleure bon son XVIe siècle. Au-delà de l'affection familiale, ce retour rend à Catherine sa place dans les intrigues matrimoniales conçues par toutes les chancelleries possibles. Alors, évidemment, si on lui demandait son avis à elle, l'adolescente, elle pencherait sans doute pour Hippolyte, son joli cousin au regard agréable et viril. Mais, comme le note Jean-François Saulnon, elle ne fut jamais consultée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il est assez probable en vérité que le pape ait pensé un temps à Hippolyte justement pour cette nièce, si on peut ainsi l'appeler, Catherine. Mais ça ne va pas se réaliser au regard du pape et de ses conseillers. Le jeune homme est trop sagace pour se perdre dans le mariage. Il a été décidé qu'une tête si bien faite devait embrasser une carrière de prince de l'Église. Ça devrait le mener, espère-t-on, à coups de népotisme, d'adresse et de politique jusqu'au sommet. Ces sommets que les Médicis n'ont pas du tout l'intention de déserter, bien sûr. Et puis, écrit toujours Simone Berthier, qui poursuit ce raisonnement, n'était-ce pas du gaspillage de marier Catherine à l'un des garçons Médicis, associant ainsi deux pions qui pourraient être plus utiles séparément ? Clément VII conçut l'audacieux projet d'unir en même temps Catherine à un prince français et Alexandre à une archiduchesse Habsbourg. Ah oui, le pape ne manque pas d'ambition, vous me direz, c'est un peu son rôle, surtout Clément VII, qui était un homme assez extraordinaire. Du côté de la France, c'est vrai, on peut dire que l'on est très, très favorable à un tel mariage. François Ier veut faire vite, il s'agace que le pape soit trop proche de Charles Quint, il veut faire contrepoids à la nouvelle influence de cet empereur contre lequel la papauté décidément ne se montre pas très rancunière, et l'un des moyens pour ça, c'est Catherine, évidemment. Catherine, qu'il verrait bien au bras du cadet de François, donc, Henri d'Orléans, qui n'a d'ailleurs que 2 semaines de plus qu'elle. Ils sont exactement contemporains. Dès l'automne 1530, le roi valois exprime clairement son désir. Le pape consent, mais évidemment, le pape est habitué à la négociation, donc il va calmer un petit peu les ardeurs du roi de France. Et c'est un jeu de chat et de la souris qui commence, cousu de choses trappes et de petites intrigues. On négocie la dot, mais aussi l'appui du pape en vue du grand retour que François Ier entend bien faire en Italie. Et en attendant, on renvoie
Catherine dans sa Florence, où son demi-frère Alexandre prend les rênes du pouvoir. Catherine est placée maintenant sous la garde d'une cousine. Elle profite de tous les agréments d'une vie princière qu'elle savoure, très loin de cette image dure et austère que j'évoquais au début du récit. Je cite encore Jean-François Saulnon. Catherine était heureuse. Lorsque Vasari reçut la commande de son portrait, les séances de pose enchantèrent le peintre. Le modèle était toute simplicité et gentillesse, expiègle parfois. Un jour, profitant d'une courte absence de l'artiste parti dîner, Catherine prit les pinceaux et barbouilla l'esquisse de telle façon qu'elle transforma son propre portrait en mauresque. À son retour, Vasari faillit être à son tour maquillé comme sa toile et dut battre en retraite. Le peintre, pourtant, était conquis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant ce temps, l'habile Clément VII va accomplir un véritable tour de passe-passe diplomatique puisqu'il conclut à peu près en même temps l'alliance de Catherine avec Henri d'Orléans, France donc, et celle d'Alexandre avec Marguerite qui est la fille adultérine de Charles Quint. Double union contradictoire qui va susciter, c'est vrai, quelques frictions diplomatiques, mais qui néanmoins est menée jusqu'à son terme. On commence par le mariage de Catherine. Elle a dû abandonner son héritage toscan, cette jeune femme qui monte sur un bateau à la fin de l'été 1533, elle a 14 ans. Hein. Et la destination, c'est Marseille. Marseille que le pape vient personnellement gratifier de sa présence. Il entend bien bénir cette union très importante pour le Vatican. François Ier, disons-le, a vu les choses en grand. On se souvient encore aujourd'hui à Marseille de cet extraordinaire mariage d'octobre 1533. On a fabriqué une espèce de grand édifice temporaire avec des poutres, des planches. On a festonné tout ça, on l'a magnifiquement décoré. On est sur une des places de la ville. Plusieurs jours de cérémonies vont s'enchaîner avec toutes sortes de festivités. On joue de la bombarde. Il y a des orchestres partout. Et Catherine va découvrir le prince qu'on lui destinait. Elle est très agréablement surprise, si je puis dire. C'est un gaillard au nez assez long, aux petits yeux sombres. Il est magnifique, Henri, et elle va désormais partager sa vie. Elle ne se fait pas prier. Le 28 octobre, le mariage est donc scellé. Et je cite encore Simone Berthière. À minuit, on conduisit en grande pompe les deux intéressés à leur chambre, où les attendait un lit somptueusement paré. Non sans quelque inquiétude, ils avaient tout juste 14 ans et manquaient grandement d'expérience. Le roi, paraît-il, tint à encourager leurs efforts, assista à leur première joute. L'histoire ne dit pas si sa présence leur fut d'un grand secours. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour de si jeunes mariés, ça devait être un peu difficile de s'épousailler ainsi en public. On sait que François Ier, effectivement, s'est montré ce soir-là d'une discrétion toute relative. Et alors, le pire peut-être, c'est l'irruption du pape dans la chambre des époux le lendemain matin. Le pape qui veut constater lui-même que cette union a bien été consommée. Et le pape qui voudrait ne quitter le sol français qu'à partir du moment où sa nièce est officiellement enceinte. Heureusement quand même qu'il n'a pas attendu tout à fait, parce que vous savez qu'il va falloir de très longues années avant que cette union ne se révèle féconde. Alors ensuite, Henri II et Catherine de Médicis auront de nombreux enfants, mais il faudra l'intervention de plusieurs spécialistes, d'un chirurgien, etc. Ils avaient une incompatibilité physique qui rendait leur union dans un premier temps stérile. Il n'empêche que le destin de Catherine sera donc un destin français. Plus que son nom, dont vous avez bien compris que lorsqu'il est prononcé dans les cours d'Europe, il laisse toujours un peu dubitatif, hein, ce nom de commerçant qui l'a fait elle-même surnommer la banquière. Plus que l'alliance, forcément temporaire, avec la papauté, elle apporte avec elle une personnalité endurcie par une jeunesse dont le moins qu'on puisse dire, vous l'avez vu, est qu'elle a été tourmentée. Et c'est cette personnalité-là qui, en quelque sorte, va sauver la France dans des moments extrêmement difficiles. Peut-être l'une des pires phases de son histoire. Il fallait une personnalité hors du commun à cette époque, hors du commun. Cette personnalité, ce fut Catherine de Médicis.
Vous écoutez Radio Classique.